La proposition de fédéralisme formulée par Olivier Kamitatou a suscité une vive réaction du gouvernement congolais. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, relayé par Info 27, a dénoncé cette initiative indécente selon lui et malveillante selon Patrick Mouyaya a évoqué la refonte institutionnelle et les partages de la souveraineté territoriale sous prétexte de dynamiser les provinces revient à attiser des tensions dangereuses et fragiliser la cohésion nationale. Sur le plan sécuritaire, justement, RFI.fr nous informe que la situation dans l'est du pays demeure tendue avec des combats des derniers jours dans les nord et sud Kivu. La FC M23 accuse les FARDC, la MONUSCO et la SADC de frapper Goma et l'aéroport de Kavumu près de Bukavu ainsi que d'autres localités dans deux provinces. Des accusations démenties par l'armée congolaise, par les forces de la SADC et par la MONUSCO. Justice avec l'affaire Boukangalonzo. L'instruction a enfin commencé selon le média Les Foires. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive a tenu comme annoncé son audience publique hier lundi. Cette affaire a été renvoyée à cette audience de manière contradictoire à l'égard de toutes les parties, uniquement par l'instruction. Mesdames et messieurs, grande tribune, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Maître Samuel Konko. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Merci beaucoup Daniel, merci d'avoir songé à moi et je salue aussi à la même occasion les co-débatteurs que vous allez tantôt présenter et je pense aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Monsieur José Kaniki, cadre de l'AFDC, il est avec nous. Monsieur José, bienvenue. Merci beaucoup très cher Daniel, merci pour l'invitation et bonjour à vous. Bonjour à mes frères avec qui nous allons partager ces plateaux, mais aussi bonjour aux nombreux téléspectateurs de cette grande chaîne, de cette grande émission, Grande Tribune. Alors, vous l'avez dit, vous n'êtes pas seul. Monsieur Fedi Mukendi, cadre de l'Union des valeurs tshisekidistes, il est avec nous. Monsieur Fedi, bienvenue. Merci, monsieur Daniel. Bonjour aux téléspectateurs de Congo Buzz et de la Grande Tribune. Bonjour à tous les amis et camarades de mon très cher parti, Union pour le valeur tshisekidiste, le parti cher à l'honorable sénateur, premier vice-président du Sénat, José Kalala, que je salue et que je félicite pour son intervention à Tashkent, devant 2000 parlementaires venus de 190 pays du monde. Au cours de cette intervention, le premier vice-président du Sénat a porté très haut la voix du peuple congolais, condamnant l'agression rwandaise et demandant à tous ces 2000 parlementaires de s'impliquer afin que la résolution 2073 du Conseil de sécurité des Nations Unies soit appliquée afin que la paix revienne dans notre pays. Merci beaucoup. Au menu de notre échange, après consultation, l'opposition semble être divisée, la SEMCO sous le fait que l'avenir pour la République démocratique du Congo. Mais avant d'entamer notre thématique, je voudrais bien l'accorder quelques minutes à nos invités s'il y a une information que vous pensez nous partager, M. José Kaniki. Oui, vous savez, José Kaniki, cadre communicateur de l'AFDC, l'Alliance de forces démocratiques du Congo, du deuxième vice-président du Sénat, de l'homme le plus modeste que je qualifie, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Nous, son parti politique, lui étant autorité morale de notre parti politique, nous sommes fiers de lui parce que dans le cadre de la production, bien sûr, législative, hier déjà, le lundi, hier, la conférence des présidents, bien sûr, du Sénat, ont tout simplement validé et ont accepté à l'unanimité cette proposition de loi présentée, bien sûr, avec brio et maestrat par l'honorable Modeste Bahati, dans le cadre, bien sûr, de cette proposition de loi qui tend à protéger la femme
la femme, qui est si souvent victime des harcèlements, des attaques, des meurtres et ainsi de suite, et même dans le foyer. Et là, cette proposition sera tout simplement validée, adoptée, discutée, disons, au niveau du Sénat, pour permettre à ce que l'on puisse protéger nos mamans, protéger nos sœurs, face, bien sûr, surtout par rapport à la situation de notre pays, de l'insécurité, de la guerre, de l'agression, où nos mamans sont violentées. Et monsieur le professeur Bahati a défendu avec brio cette proposition de loi qui a été acceptée, qui a été validée par la conférence des présidents du Sénat. C'est ce que nous, AFDC, nous sommes fiers par rapport à cela. Voilà un peu. Bien compris, monsieur José. Alors, Papa Fendi également, vous, est-ce que vous avez quelque chose à nous donner comme avant-compte? En fait, je venais de le dire. J'ai félicité le président José Kalala Kalala. Je ne voudrais pas me redire parce que ça sera une redondance. Très bien. Merci beaucoup. Maître Samuel. Non, moi je n'attends que d'aborder les questions de fond. C'est pourquoi nous sommes en cellule. Alors, la proposition des fédéralismes formulée par Olivier Kamitatu a suscité une réaction du gouvernement congolais. Quant à vous, en quoi est-ce que cette démarche dérange? La démarche du fédéralisme ou bien la question la proposition, bon, la réaction de M. Kamitatu a suscité beaucoup de réactions. Comment vous avez lu cette question? Alors, il faudrait d'abord souligner une chose, que le fédéralisme est, excusez-moi, un des modes de gestion des grandes étendues des territoires, comme le territoire congolais. Présentement, notre constitution a mis en place d'abord la forme de l'État qui est une forme unitaire, une forme unitaire qui est carrément fortement décentralisée. Nous avons une forme juridique qui est presque régionalisée. Mais le fédéralisme en soi, tous ces processus que nous connaissons présentement sont des processus qui nous préparent à vivre le fédéralisme. Pourquoi? Parce que les pays à forte dimension, comme la République démocratique du Congo, sont des pays qui connaissent souvent des difficultés de gestion au niveau de la base. Alors, pour régler ce genre de questions, voilà pourquoi on y recourt quelquefois au fédéralisme. Alors, Olivier Kamitatu, en ayant évoqué ces questions de fédéralisme, c'est peut-être en tant qu'un penseur qu'il évoque cela. Mais il y a une crainte que certains émettent. Certains pensent que le fédéralisme risquerait de pouvoir consacrer soit la balkanisation, soit peut-être une forme de sécession. Moi, je crois qu'il faudrait faire la part de choses. Il ne faudrait pas politiser la question. S'il faudra parler du fédéralisme sur le plan scientifique, c'est un mode de gestion des grandes portions de territoire sur le plan politique. Mais s'il faudra parler de la question sur le plan politique, s'il y a des intentions que les gens penseraient qui pourraient être utilisées en passant par le fédéralisme, la question reste discutable. Mais sur le plan formel, sur le plan scientifique, je crois qu'il a déjà été dit plus d'une fois, ça n'a pas commencé aujourd'hui, je crois que c'est depuis les années 60, il a été proposé, convenu que pour gérer des grandes étendues comme la République démocratique du Congo, il était préférable de mettre en place le fédéralisme. Au travers du fédéralisme, on pouvait permettre à certaines régions de pouvoir se développer. Alors, remettre cette question sur la table, c'est une question qui pourrait être réfléchie, donner le temps aux gens pour réfléchir dessus, mais ne pas ouvrir la brèche aux velléités telles que la balkanisation et les sécessions. Nous luttons contre cela. Mais si c'est pour pouvoir développer le pays à la base, c'est un des modes de gestion. Et d'ailleurs, nous sommes déjà sur cette voie-là en mettant en place le régionalisme politique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Samuel. Alors, monsieur José Kaniki, votre lecture par rapport à cette démarche, bon, cette réflexion, disons. Vous savez, monsieur Kamitatu, en presque 2 semaines, il revient au galop. En presque 2 semaines, il fait 2 sorties médiatiques qui ne met pas les gens, bien les Congolais, de manière générale, d'accord. Il venait de faire une sortie médiatique dans laquelle il parlait du président honoraire qui devait descendre au niveau de Goma et ainsi de suite. Je me posais des questions autrefois s'il était déjà où il avait été nommé porte-parole du président honoraire. Parce que nous savons tous que le président honoraire a sa porte-parole. Mais tout d'un coup, lui qui est de l'ensemble,
Le voilà parler et donner même les agendas, bien sûr, l'agenda du président honoraire. Ça nous avait tiqué et ça ne nous avait pas enchanté. Parce que, clairement, par rapport à cette sortie médiatique, il voulait nous dire que le président honoraire n'était pas républicain. Parce que, du moment qu'il est sénateur à vie, donc, logiquement, il doit être du côté de la République, bien qu'il peut ou qu'il ait à tendance de l'opposition. Okay. C'est là, doit l'amener à être du côté de la République. Mais quand vous voyez un président honoraire, je passe vite, quand vous voyez un président honoraire qui veut s'installer dans la partie qui est occupée par des agresseurs, ça devient dangereux. Peut-être avant d'autres démarches, vous pouvez entrer par l'appareil oriental entrer et s'installer. Entrer ou s'installer, je pense que pour un président honoraire, ça ne fait pas, ce n'est pas une bonne chose. Parce que cela sous-entend que vous donnez des béquilles à l'agresseur. Ça, c'est clair. Par rapport au fédéralisme, M. Olivier Kamitatu, une fois de plus, il parle comme politique, il parle comme les représentants de son parti politique qui est ensemble, ou bien c'est comme un individu, un libre penseur. Une réflexion, comme Maître le disait. Je pense qu'il est clair ici que lorsque notre Constitution a mis un État unitaire fortement décentralisé, c'était aussi dans l'optique d'éviter ou de chasser les velléités du sécessionnisme. Exactement. C'était pour élaguer cela, pour éloigner cela. Mais on a pris quelques éléments en fait, du fédéralisme avec nos provinces, avec nos entités décentralisées, nos ETD. Donc on y est quelque part dans ce fédéralisme-là. Mais pour unir le peuple congolais, pour rester un, pour chasser ces velléités de certaines personnalités autrefois, nos politiques, après les indépendances, on a eu à penser, et surtout à la sortie, bien sûr, du pouvoir du maréchal Mobutu, la Constitution a voulu retenir ou permettre à ce que le Congo reste un et indivisible. Or, nous sommes en pleine période d'agression. Comment, en ces moments-là, c'est là où M. Kamitatu trouve le temps et les moments de parler de fédéralisme, alors qu'il y a une certaine communauté et même les agresseurs qui tentent à rechercher des terres dans notre pays. Eh bien, ça me met la puce à l'oreille en disant que Kamitatu a mal pensé. Kamitatu a raté, à mon avis, l'occasion de ces terres, tout simplement. Très bien, il parle de développer le pays à la base, comme Maître tente de dire. C'est peut-être la question de l'opportunité. Alors, Monsieur Fedi Mukendi, votre analyse par rapport à cette réflexion d'Olivier Kamitatu? Bon, d'abord, je voudrais dire à Maître que Olivier Kamitatu a parlé comme un politique, donc c'est une question hautement politique. Il n'a pas parlé comme un scientifique, parce que, comme notre ami vient de le dire, ces sorties se sont suivies. Et dans ces sorties, vous sentez que M. Olivier Kamitatu est du côté de l'agresseur. Il est du côté de ceux qui agressent la République démocratique du Congo. Des deux, M. Olivier Kamitatu est porte-parole d'un parti politique, l'un des partis politiques importants de l'opposition de notre pays, qui est l'Ensemble pour la République. Et dans ce parti politique, il y a eu des sorties médiatiques, ça fait un temps, qui faisaient allusion au sécessionnisme. Quand il le dit, pendant que nous sommes en guerre, et cette guerre, beaucoup de penseurs pensent, je m'excuse pour la tautologie, que cette guerre a pour objectif la balkanisation du pays. Il ne faut pas prendre ça comme une analyse scientifique. Il exprime la pensée de ceux pour qui il parle. Et les Congolais sont assez très matures pour comprendre ce que Olivier Kamitatu veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est rendre officiel
les objectifs de la guerre de l'Est. Ces objectifs premiers, c'est la balkanisation de notre pays. Olivier Kamitatu parle, communique ce que les impérialistes ont toujours pensé. Il faut vous rappeler que à Sun City, et lorsqu'on rédigeait, on discutait la rédaction de cette constitution, on avait pensé effectivement aussi au fédéralisme. Olivier Kamitatu était d'ailleurs président de l'Assemblée nationale Parlement de transition. Et ils se sont convenus que, vu le contexte de notre pays, vu la guerre qui tend à la balkanisation du pays, nous ne pouvons pas choisir cette forme de l'État. On ne peut pas, parce que nous allons consacrer plus facilement la balkanisation. Revenir au chapitre aujourd'hui, pendant que il y a la guerre d'agression à l'Est, pendant qu'il y a certaines tribus qui parlent du sécessionnisme, de la balkanisation, je crois que c'est très dangereux pour notre pays. Ce que moi je peux demander à Olivier Kamitatu, comme républicain, c'est d'appuyer les efforts du gouvernement pour le retour de la paix, afin que nous restions une RDC et indivisible, comme dans les limites de 1960. Ça va être plus avantageux pour nous. Très bien. Et pour finir, Olivier Kamitatu et son parti, ils se sont opposés au changement de la Constitution, à la modification de la Constitution. Parler du fédéralisme, Olivier Kamitatu veut dire qu'il faut qu'on puisse changer la Constitution. On veut une chose et son contraire. Nous voulons la paix. S'il aime le pays, qu'il apporte des idées qui peuvent ramener la paix et une paix définitive dans notre pays, que des idées qui peuvent nous amener vers la balkanisation, parce que nous voulons être un et indivisible dans notre diversité. De manière ramassée, un ballon d'essai par rapport à tout ce qui vient d'être dit, ou une logique scientifique ou politique, maître, on finit avec vous sur cette question. Merci beaucoup. Je crois que il ne faudrait pas ici que les situations politiques prennent en otage les questions du développement de la société. Okay. À la base, la République démocratique du Congo est une société amenée à évoluer. Nonobstant toutes les autres considérations d'ordre politique, que ce soit une question d'opportunité ou le fait que celui qui a émis l'idée soit un acteur politique, on ne doit pas faire taire les questions de développement. Voilà pourquoi nous remettons encore sur table cette question-là. Si aujourd'hui les gens parlent de fédéralisme, à un moment donné, c'est parce qu'on constate que le développement tant entendu à la base avec cette forme de l'État unitaire décentralisé, jusqu'à ce jour, n'a pas encore donné des résultats escomptés. Voilà pourquoi nous en appelons la classe politique. Nous ne devons pas toujours être là à pouvoir avancer des questions d'ordre. Donc il faut changer la Constitution. Bon, changer carrément la Constitution. Pour arriver à changer la forme de l'État, c'est un processus. C'est un processus parce que la forme de l'État est ancrée dans notre Constitution. Oui, et c'est parmi les matières verrouillées. Exactement, oui. C'est ancré dans notre Constitution. Oui. Alors pour pouvoir y arriver, il y a tout un processus. Ce n'est pas une chose qui sera faite du jour au lendemain, c'est une initiative participative, peut-être de toute la classe politique, pour pouvoir déboucher à cela. Alors, pour revenir et chuter à ce que je voulais dire tantôt, il ne faudrait pas qu'on soit pris en otage. Il ne faudrait pas que les questions des développements soient prises en otage par la classe politique. Parce qu'on a constaté que, apparemment, la classe politique est celle qui est la mieux servie, mais pour les questions des développements qui concernent l'ensemble des Congolais, on a l'impression que c'est toujours la classe politique qui s'érige toujours en obstacle. Nous sommes en guerre, maître. Vous savez, est-ce que c'est l'urgence le fédéralisme? Est-ce qu'on trouve que le fait que nous ne sommes pas dans le fédéralisme, c'est ça ce qui est à la base de la guerre? Je crois que des questions doivent être données, des idées doivent être données pour résoudre des questions de l'ère. Aujourd'hui, donc l'urgence pour nous, c'est mettre fin à la guerre d'agression. C'est ce que Maître disait. Oui, c'est mettre fin à la guerre d'agression. Et s'ils veulent qu'on change la Constitution, il va revenir dire on change notre position première. On avait dit, si vous changez la Constitution, nous allons balkaniser le pays. Maintenant, changeons la Constitution, changeons la forme de l'État, changeons le nombre de mandats, changeons la durée du mandat.
Et en ce moment-là, tout le peuple va dire, ah, Olivier Kamitatou, il est assez intelligent, il peut changer du jour au lendemain ses positions. Vous savez, notre très cher frère maître fait allusion au développement du pays. Oui. Nous sommes d'accord que notre pays doit se développer. Mais est-ce que le développement d'un pays dépend nécessairement du fédéralisme ou de l'unitarisme et ainsi de suite? Non, pas du tout. Parce que l'unitarisme prend en compte aussi comment on appelle ça, les développements d'un pays, tout comme le fédéralisme. Alors, ici, notre crainte est légitime. Parce que là, nous sommes en face d'une communauté internationale qui tend toujours à balkaniser notre pays. Or, le fédéralisme peut à la longue nous amener ou favoriser cette balkanisation. Parce que lorsque une portion de notre territoire, une province, soit dit en passant, pense, je termine, pense aller dans ce fédéralisme-là pour demander maintenant l'autodétermination. Parce que c'est une suite. Voilà pourquoi notre crainte est légitime. Restons d'abord dans cet unitarisme, consolidons cet unitarisme pour l'intérêt de la République et cela n'interdit pas que l'on puisse réfléchir sur tous les systèmes en tout cas. Merci beaucoup. Alors, nous revenons à notre thématique. Après les consultations politiques, est-ce qu'on sent qu'il y a quand même une lueur d'espoir jusqu'ici par rapport à la cohésion nationale, aux idées proposées, mises en place pour la formation d'un gouvernement de l'Union nationale. Je voudrais bien commencer avec M. José Kaniki. Vous avez la parole et nous allons récupérer les minutes pour mettre qui est celle d'ailleurs. Vous savez, en toute rationalité et bon sens, M. Daniel, j'aimerais déjà ici signaler que le chef de l'État est dans ses prérogatives. Parce que la classe politique de manière générale, ou celle de l'opposition, pense se mettre au même pied avec le président de la République. Non, le président de la République, entre guillemets, non pas guillemets d'ailleurs, est au-dessus de la mêlée, est au-dessus des partis politiques. Les Congolais lui ont conféré ce pouvoir de prendre des initiatives. Et face à la réalité sécuritaire de notre pays, face à l'agression, le chef de l'État est dans son droit de consulter la classe politique en vue de faire participer, bien sûr, toutes les couches de notre société, partis politiques, personnalités politiques, société civile, et j'en passe. Oui ou non? Je pense que oui. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, le contenu de ces consultations, c'est pourquoi? C'est pour unir le Congolais autour d'un objectif. Démontrer d'abord que nous sommes unis. Nous sommes un face à l'adversité. Après les consultations, est-ce qu'on sent cette unité, cette cohésion? Vous savez, fort heureusement, nous sommes encore en démocratie. Contrairement à ce que pensent certains Congolais, Sipo de Kagame, les Nanga, les Franck Diongo, qui disent qu'il y a une dictature. Le chef de l'État lance les invitations. Je ne vois dans aucune manifestation où on lance des invitations, où l'on oblige et on exige, et même avec un revolver sur la tempe, que Toye Tozoabino na makasi. Non. Lorsque le chef de l'État tend sa main, vous avez dans la démocratie les capacités, les probabilités de saisir la main ou de la rejeter. Vous choisissez de rejeter cette main-là. C'est de votre droit, puisque nous sommes en démocratie. Mais est-ce pour autant que ceux-là qui ont accepté de saisir la main tendue du chef de l'État, sont-ils devenus des traîtres par rapport à l'opposition? Parce qu'il faudrait parler ici clairement, on parle de l'opposition. Sont-ils des traîtres par rapport à l'opposition? Non. Sont-ils débauchés par rapport à l'opposition? Non. Puisque nous avons vécu dans ces pays, Kamitatou, oui, parlons de lui, et même son maître à penser, où il a eu à vendre bien sûr son parti politique, son maître Katumbi dans l'Union sacrée. À cette époque-là, il y avait eu débauchage ou bien il n'y en avait pas eu? Pourquoi lorsqu'il s'agit par exemple d'un monsieur comme Mouzitou, de tous ses opposants, pour ne pas tous les citer, qui ont saisi et qui ont été consultés, pourquoi ils doivent être traités maintenant
des débauchés, des traîtres. Ce n'est pas cohérent et ce n'est pas logique. Nous avons vu... C'est pour sauver votre pouvoir que vous avez tendu la main aux opposants que vous avez fabriqués? Non, pas du tout. Oui ou non, la case brûle. La case qui brûle, c'est la case du pouvoir ou bien c'est la case des Congolais. Okay. Alors, du moment que c'est une case des Congolais, on a besoin de l'expertise. On a besoin des personnes consciencieuses. On a besoin des Congolais. Maintenant, j'aimerais quand même, puisque je venais de parler rapidement de l'opposition... Vous avez une minute. Oui, j'aimerais aussi parler de la majorité. Parce que la majorité, il n'y a pas que des saints. Dans la majorité, il n'y a pas que de bons travailleurs. Or, pour ce gouvernement d'union nationale, on a besoin de bons travailleurs. Okay. Et moi qui ai toujours soutenu rapidement, qui ai toujours soutenu la gratuité de l'enseignement. Parce que là, ça a été un programme ambitieux. Ça a été un programme qui a produit des fruits avec 7 millions d'enfants qui sont retournés à l'école. Alors, il y a eu un monsieur, la vision c'était du chef de l'État. Le chef de l'État a lancé la vision de la gratuité de l'enseignement. Mais au début, ça avait connu des difficultés. Il y avait un homme qui s'appelait l'excellence Willy Bakonga, à qui on a monté des cabales. On a monté des cabales kabbalistiques pour nuire à sa personnalité et sa crédibilité. Or, il avait très bien travaillé. 7 millions d'enfants aujourd'hui vont continuer à aller à l'école. On a pu, pendant des années, avoir des milliards 500 millions parce que la gratuité d'enseignement on paye, disons, ça coûte à la République des milliards 500 millions. Alors, pour terminer, un tel monsieur, puisqu'on a besoin des travailleurs dans la sécurité, dans l'enseignement et bref, dans tous les secteurs, moi je pense que dans la majorité, on peut aussi penser à ces braves monsieur qui est Willy Bakonga. Merci beaucoup pour les respects. 4 minutes également, monsieur Fedi Mukendi. Dans la même question, après les consultations, est-ce qu'on sent quand même cette détermination, l'engagement à la cohésion nationale jusqu'ici, en entendant le gouvernement d'union nationale avec tout ce qu'il y a comme priorité? Bon, je ne sais pas si la cohésion nationale, on doit la sentir, on doit la vivre. Moi, je pense que ce pays, la cohésion n'a pas encore été fracturée. Seulement que le chef de l'État, comme on est pendant la crise, il a pensé qu'il faut associer l'opposition, la société civile, à son pouvoir. Le pouvoir qu'il a eu lors des élections du 20 décembre 2023. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui aurait inventé cette roue d'associer l'opposition au pouvoir. Vous comprenez? J'ai dit que la cohésion n'a jamais été fracturée parce que nous sommes allés aux élections. Il y a eu 73%, plus de 73% de gens qui ont voté Félix Tshisekedi. Nous avons formé le gouvernement et on travaille. Le problème, c'est qu'on est pendant une crise. La guerre, comme nous avions été pendant la Covid. Mais pendant la Covid, on n'a pas différencié l'opposition de la majorité. Et c'est même pendant ce temps de crise qu'il y a eu la formation du gouvernement d'union sacrée en ce temps-là. Moi, je continue à croire que nous sommes un. Nous sommes un, les Congolais. S'il y a quelques opposants qui ont refusé de rejoindre les consultations, c'est tout à fait normal dans une démocratie. Et surtout la démocratie en République démocratique du Congo. Nous n'avons jamais eu des initiatives qui ont connu l'unanimité à 100%. Même l'organisation des élections n'a pas connu l'unanimité. Il y a eu des opposants qui ont refusé d'aller aux élections. Il y a eu des opposants dans leur plateforme politique. Pour citer la Mouka, il y a eu des cadres qui ne sont pas allés aux élections. Il y a eu leur leader qui est allé aux élections. Donc le monde ne s'est pas arrêté. On a continué à gérer le pays. Même le président Tshisekedi, quand il a appelé aux consultations, il n'a pas dit que tout le monde vienne pour faire le gouvernement d'union nationale. Il n'a pas dit que tout le monde vienne aux consultations. Il a dit ceux qui sont épris de paix, ceux qui ne sont pas de mèche avec le Rwanda, ceux qui ne sont pas en train d'agresser la République démocratique du Congo. Je suppose pour moi que ceux qui ont refusé d'aller aux consultations, ce sont les ennemis de la République. Non. Ils ont refusé. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. À quel moment ils deviennent des ennemis? C'est mon point de vue.
C'est mon point de vue et je l'assume. Okay. Si vous pensez que c'est pas comme ça, ça vous regarde. C'est mon point de vue. S'ils ont refusé d'aller aux consultations, parce que c'est l'opposition qui a commencé à demander les dialogues. C'est pas parce que vous n'avez pas voulu assumer, c'est vous qui êtes au pouvoir, vous voulez sauver votre pouvoir, vous exigez aux gens de venir vous prêter main et puis aujourd'hui vous les qualifiez. Nous n'avons pas un pouvoir à sauver. Nous n'avons pas un pouvoir à sauver. Nous n'avons pas un pouvoir malade. Okay. Nous avons un pouvoir en bonne santé, un pouvoir qui a encore plus de 3 ans de mandat. Très bien. On vient d'être élu. Nous avons tous les attributs du pouvoir. Nous voulons seulement associer les autres à la gestion parce que nous sommes pendant la crise pour que toutes les intelligences congolaises puissent résoudre la crise qui est une crise contre la RDC. Et c'est pas qu'on a... nous avons encore 3 ans. Ceux qui veulent sauver le pouvoir, c'est ceux qui sont à 6 mois du mandat. Okay. Ils commencent à chercher des dialogues comme nous avons connu, des dialogues de Saint-Sylvestre, parce qu'ils étaient à la fin de leur mandat. Mais nous sommes en cours du mandat. Ce que nous faisons, c'est juste le management politique. Merci. Nous associons les autres à la gestion du pays qui est notre pays commun. Voilà. Avant les consultations politiques, maître, est-ce égal après les consultations par rapport à l'affaire cohésion nationale? Quelle est votre analyse? J'ai envie de parler du bonnet blanc bonnet, mais je vais rester quand même assez raisonnable et essayer un peu d'expliquer. Élégant. Merci, voilà, merci de m'interpeller à cela. Très cher Daniel, je crois que d'abord je commencerai par saluer cet élan d'apaisement constaté dans le chef de notre président de la République, tendant à pouvoir ouvrir un cadre de discussion au travers lesquels tous les Congolais devraient y prendre part afin de pouvoir obtenir des solutions en vue de pouvoir permettre à la République d'avancer. Mais il faut ici souligner une chose. J'ai entendu mon frère Kaniki et mon frère Freddy revenir dessus. Quelles ont été les causes qui ont emmené le chef de l'État à donner mission à son conseiller spécial de convoquer des consultations? Quelles sont ces causes? J'ai entendu mon frère Kaniki a parlé de la casse qui brûlait. J'ai entendu mon frère Feli a parlé de la crise et de la guerre. Vous savez, si vous voulez trouver une solution à un problème ou à une maladie, je ne suis pas médecin, les médecins vont m'excuser, il faut poser un bon diagnostic. Vous posez un mauvais diagnostic, vous allez infliger un mauvais traitement et la maladie va se poursuivre, la crise va se poursuivre et ça ne va profiter vraiment pas au peuple. Ici, on a parlé de la casse qui brûlait. Ici, on a parlé de la crise. On a parlé de la guerre. Pense-t-on que les consultations qui ont été évoquées, qui ont été convoquées là il y a quelques semaines et qui ont pris fin, je crois, à la fin de la semaine passée, ce sont ces consultations-là qui vont amener les solutions aux problèmes qu'on vient d'évoquer ici? La question reste ouverte. Mais je crois qu'en tant que toute personne suffisamment avertie, nous savons que ces consultations n'ont pas réuni en elles la majorité de la classe politique influente du pays. Nous les connaissons tous. C'était une consultation où la majorité, l'Union sacrée a consulté l'Union sacrée, ou c'était des consultations en vue de pouvoir réunir réellement toute la classe politique nationale du pays, qui font partie des forces vives. On a voulu ne pas exclure une personne. Mais ici, il faut souligner, il faut parler du cadre. Pourquoi est-ce que les autres ne sont pas venus? Pourquoi est-ce que les autres n'ont pas voulu venir? Il faudrait que le cadre soit un cadre qui rassure toutes les parties. Qui est celui qui consulte? C'est pas n'importe qui, c'est le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Et vous le voyez, n'importe qui, n'importe quel opposant aller répondre à son invitation. Il reçoit le mandat, c'est du chef de l'État. Et il est responsable du domaine de la sécurité du pays. On peut l'assimiler à un service militaire. C'est pas n'importe qui. Déjà, lorsque des consultations sont organisées déjà par lui,
vous n'avez déjà pas suffisamment de chances de voir auprès de lui certaines personnes qui se sentent en insécurité. Il faudra que le cadre soit un cadre qui rassure tout le monde, si seulement on poursuit un objectif. Okay. Mais est-ce que ce cadre-là, c'était un cadre qui pouvait rassurer franchement Fayoulou? Est-ce que ces cadres-là pouvaient rassurer Katumbi? Est-ce que ces cadres-là pouvaient rassurer le sénateur à vie Joseph Kabila? Est-ce que ces cadres-là pouvaient rassurer tous ceux-là qui ont refusé de venir prendre part à ces consultations? Nous répondrons très vite en tant qu'avisés de la chose politique que ces cadres-là ne pouvaient pas les rassurer. Mais est-ce que ces consultations ont-elles été convoquées de manière à plomber l'autre dynamique qui est mise en place par les prélats des deux églises, de l'église catholique et de l'église protestante? Point d'interrogation. Mais moi je pense que le président de la République a émis une bonne idée, celui de pouvoir ouvrir les bras et d'emmener autour de lui. Moi, je crois qu'il fallait être en mesure de pouvoir encadrer la volonté du chef de l'État. Je crois que la volonté du chef de l'État était celui de pouvoir dialoguer, parce que, de manière pratique aussi, vous avez des échanges qui se font entre le gouvernement aujourd'hui et le M23. Et dire qu'il y a même le gouvernement qui a accepté de pouvoir évoluer dans sa position. Vous avez aujourd'hui le chef de l'État qui a donné mandat à son conseiller spécial. Donc, à la base, il avait déjà eu cette volonté de pouvoir s'entretenir avec ses compatriotes congolais qui ne sont pas en hauteur de sainteté avec sa gestion politique. Mais est-ce que fallait-il le faire de cette façon-là? Moi, je crois non. L'idée, elle était bonne, mais la manière dont on s'est pris pour la mettre en musique n'est pas celle qu'il fallait afin de pouvoir ramener de manière rassurante tous les acteurs politiques du pays. Moi, je crois que ça risquerait d'être une messe, je ne vais pas parler d'une messe inutile, mais un moment qui peut-être sera perdu, parce qu'il y a des moyens qui ont été mis en place, il y a des moyens qui ont été consacrés pour l'organisation de ces consultations. Mais si ces consultations n'apportent pas les résultats, pas escomptés par le pouvoir, mais les résultats escomptés par le peuple, parce que nous, le peuple, ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons, c'est la paix. Tout à fait. Deuxièmement, nous voulons quoi? Nous voulons l'intégrité de notre territoire. Troisièmement, nous voulons quoi? Nous voulons aussi qu'il y ait un développement ou une progression dans la situation du quotidien du peuple congolais. Parlons d'abord de ces cadres. On a invité tout le monde, on a interdit personne de venir donner ses idées. Et il y a des gens qui ont décidé de ne pas participer. En quoi est-ce que la démarche ne peut pas aboutir à ce qu'on s'est fixé comme des objectifs? Nous l'avons dit tantôt et nous le répétons. Le cadre de discussion doit être un cadre qui rassure toutes les parties. Un cadre indépendant donné à l'Église catholique. Le cadre peut être indépendant, le cadre peut être à l'initiative du chef de l'État, mais ça doit être un cadre qui rassure. Parce que ceux-là que l'on veut inviter pour les discussions des questions importantes du pays, ces personnes doivent se rassurer. Okay. Vous savez tous les discours que les gens ont ici en interne contre certains acteurs politiques qui ne se retrouvent pas au pays. Vous savez comment est-ce que le discours est à des moments durs contre ces gens-là? Vous pensez que ces gens-là vont facilement prendre leur avion et venir à Kinshasa pour prendre part aux consultations organisées par le Conseil spécial en matière de sécurité? C'est leur discours aussi par rapport au pouvoir et à ce qui se passe qui crée les tensions. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que il fallait qu'il y ait un cadre de discussion qui rassure toutes les parties. Okay. C'est vrai qu'ici, nous avons apparemment l'impression que la classe... Nous avons ici, je vais chuter, nous avons ici l'impression que l'union sacrée ou bien la plateforme politique du chef de l'État qui soutient le chef de l'État présentement est en train de minimiser les causes de notre crise. Pourquoi? Parce que, à la base, nous avons l'impression, c'est comme on l'a dit tantôt, le chef de l'État est celui qui a remporté les élections avec près de 73%. Il est celui qui a une majorité parlementaire de près de 95%. Il a une majorité parlementaire suffisamment consolidée. Mais si aujourd'hui, le chef de l'État s'est permis de pouvoir convoquer des consultations, c'est parce qu'il a constaté que malgré tout ce qu'il a comme assise politique, ça ne lui permet pas de pouvoir décoller. Et les causes sont connues. Mais ces causes-là, faudra-t-il continuer à les ignorer et à faire le forcing? Il faudra être en mesure de pouvoir les rencontrer en face. Parce que un des éléments importants qu'on devrait souligner, que les gens ne disent pas, c'est quoi? C'est que vous avez une partie de gens qui ne sont pas venus prendre part aux consultations, qui contestent le processus électoral qui a emmené l'actuelle classe politique au pouvoir. Vous allez passer des questions comme ça, par quel mécanisme vous allez en parler? Vraiment. Alors voilà un peu ce que je voulais dire sur cette question. Je ne sais pas, je me réserve le droit
de réponse au cas où nos amis rebondiront dessus. Merci beaucoup. Vos réactions, Monsieur José Kaniki, les consultations sans opposition aujourd'hui, à quoi peut aboutir la démarche exactement? Sans l'opposition. Vous savez... Mais vous avez... Non, il y a eu l'opposition. Il faut nuancer la question. Ok, j'ai changé la question. Les consultations sans les têtes d'affiche de l'opposition. Ici, je parle de Katumbi, je parle de Délice Sanga, Martin Fayoulou, Kabunda Jamark, Joseph Kabila. Vous savez, j'ai aimé la maniabilité du maître, qui sait manier le jeu de mots. Ça, franchement, c'est une bonne chose. Mais déjà, il faudrait signaler ici qu'au sortir des élections déjà de 2018, en pleine prestation, le chef de l'État avait déjà tendu la main à Martin Fayoulou. Ok. Vous vous rappellerez de la réplique « Cette main est sale ». Mauvais départ. Donc le chef de l'État est un homme d'épée. Okay. Le chef de l'État a tendu la main à la classe politique, consultation nationale qui a créé entre guillemets l'Union sacrée. Moïse Katumbi, il n'avait pas réclamé des cadres, hein? Il était venu. Jean-Pierre Mbeba, ils étaient tous dans l'opposition. Ils étaient des têtes d'affiche de l'opposition. Et à cette époque-là, c'était l'Amouka, tout fait, tout flamme. Mais là c'est le président lui-même qui consultait. Vous savez déjà... Mais c'est... Et d'ailleurs, j'allais en arriver. Lorsque le chef de l'État mandate, c'est le président qui consulte. C'est ça le principe. Oui. Donc, ne voyez pas Ebérande le professeur. Voyez le chef de l'État qui vous tend la main à travers son mandaté ou son mandataire, si ça se dit comme ça. Très bien. Alors donc, le chef de l'État, consultation nationale, nous avons vu, comment on l'appelle, Katumbi, Délice Sanga aussi, comment on l'appelle, Jean-Pierre Mbeba, tous venir être consultés sans réclamer des cadres. Mais comme Congolais, et ils ont participé à la chose publique. Malheureusement, d'autres ont quitté la barque pour ne pas répondre du bilan. C'est ça de la malice. Au-delà de ça, qu'on se le dise, lorsque le chef de l'État tend sa main, il n'oblige personne. Ça, c'est de un. Okay. Et de deux, Maître nous parle du cadre. Il faudrait reconnaître ici que le chef de l'État, dans ses prérogatives, prend des initiatives. Mais quelle est l'initiative jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, que le chef de l'État a rejeté? Jusque-là, le chef de l'État n'a rejeté aucune initiative. Voilà pourquoi il est dans ce qu'on appelait Luanda. Il est dans ce qu'on appelait Nairobi. Il est à la recherche de la paix pour l'intérêt de son peuple. Il est dans ce qu'on appelle Doha aujourd'hui. Avec qui? Avec les directs, avec ceux-là qu'on appelait, ceux-là qui sont Pantin et Sipo de Kagame. Donc, vous allez comprendre que le chef de l'État est dans un processus de la recherche de paix. Okay. Mais au-delà de ça, il est dans ce processus de consultation politique pour faire participer tous les Congolais. Où est le mal? Maintenant, puisque Maître veut parler en réalité, et disons-le clairement, de l'initiative des prélats, des catholiques, des évêques. Oui, mais jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, le chef de l'État a reçu les évêques. Et il attend un rapport. Okay. Donc, l'initiative n'est pas rejetée. Mais seulement, en attendant que l'on puisse convoquer ces dialogues made in prélat, made in catholique et CC, il faudrait que le chef de l'État se départisse de son pouvoir, de ses prérogatives et ne prenne aucune initiative. Non, je pense que le chef de l'État doit continuer à agir comme chef de l'État. Et au-delà de ça, lorsque la maison brûle, lorsque vous vous êtes chamaillé, il y a cela une semaine, une illustration pour moi, avec votre frère, avec votre père, mais lorsque vous constatez que votre maison est en train de brûler, vous ne faites pas des réunions à gauche et à droite pour prendre de l'eau et aller éteindre l'incendie. Là, vous serez des sorciers. Et c'est dans ce cadre que mon très cher frère venait de dire que ceux-là qui
se disent réticents ou qui ne veulent pas, attention, il paraît que l'AFC, c'est qui? C'est lui. Vous comprenez? C'est Kabila. Il paraît que tout ce monde-là, autrefois, avec cette affaire de fédéralisme, est-ce que vous allez nous empêcher, nous politiques, de pouvoir faire les liens avec tout ce qui s'est dit, avec tout ce qui se trame? Vous avez une minute, Chité. C'est pour dire tout simplement, clairement, très cher frère Daniel, que le chef de l'État va continuer à agir comme chef de l'État. Mais tout en écoutant, tout Congolais est pris de paix. Si aujourd'hui, pour parler de M. Kabila, disait que je suis Congolais, je veux parler avec mon frère, le chef d'État avait déjà tendu la main. Si aujourd'hui Fayoulou s'est départissé de son orgueil légendaire et se disait que je vais parler avec mon frère, il parlera. Et ainsi de suite, vous allez comprendre que le chef d'État est toujours preneur de toutes les mains, pourvu que ces mains n'enfreignent pas les intérêts du peuple congolais. M. Fedi Moukendevo, où avez-vous également votre réaction par rapport à cette question? Bon, je voudrais rassurer Maître parce qu'il pense, est-ce que ces consultations vont améliorer, vont amener les solutions? Les cadres. Est-ce que ça va amener les solutions? Oui, pour être assez très modeste, je ne veux pas dire que ces consultations vont amener à elles seules les solutions. Parce que le chef de l'État n'a pas que ces consultations comme moyen pour amener la paix en RDC. Il y a les consultations au niveau interne, il y a le processus de Nairobi, il y a le processus de Luanda, il y a aussi le processus de Doha. Et il y a toute cette conjugaison des efforts qui peuvent amener des solutions à la crise actuelle. Il ne faut pas penser que pour qu'il y ait solution dans ce pays, il faut que ça soit Katumbi, qui sont entre parenthèses un tout petit peu des mèches avec ceux qui nous combattent. Il ne faut pas penser qu'il faut que ce soit Kabila qui vient pour donner les idées, pour que les choses changent. Il ne faut pas que ce soit Martin Fayoulou, parce que l'opposition en RDC, elle est plurielle. Vous n'allez pas dire que Martin Fayoulou il est plus opposant que Adolphe Muzito. Vous n'allez pas dire que Joseph Kabila il est plus opposant que Jeannot Lompepe. Vous n'allez pas dire que Olivier Kamitatou il est... Donc, chaque Congolais a une tête, chaque Congolais a des idées qu'il peut apporter pour amener des solutions à cette crise. Moi, je fais partie des gens qui ont été consultés. Ça ne veut pas dire que mes idées sont jetées dans la poubelle. Ces idées vont être analysées par les chefs de l'État, voir celles qui sont bonnes, celles qui sont prioritaires et celles qui peuvent être mises en œuvre pour que les solutions viennent. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des consultations, tout le monde viendra. Quels que soient les cadres, même s'il y a les Sango, on dit Sengo et SSC organiser les dialogues. Ce n'est pas tout le monde qui viendra. Moi, par exemple, je ne viendrai pas. Vous voyez, le chef de l'État a convoqué lui-même les gens en 2021 avec l'Union sacrée. Mais Fayoulou n'était pas venu. Adolphe Muzito n'était pas venu. Katumbi est parti. Sessam est parti. Franck Diongo était parti. Donc, il y a toujours des gens qui refuseront ce que l'on va initier. Quels que soient les cadres, quelles que soient les idées, les bonnes intentions qu'on va... Parce que si nous attendons tout le monde, on ne fera rien pour notre pays. Parce que si on attendait les gens, si on attendait Martin Fayoulou, on n'allait pas organiser les élections le 20 décembre. Parce que lui-même avait refusé ces élections-là. Et après, il est revenu, laissant ses adeptes derrière, sans avoir pris part aux élections. Il faut qu'on puisse avancer. C'est notre pays, il nous appartient à nous tous. Ce n'est pas des têtes, maître, vous réfléchissez d'ailleurs beaucoup mieux. Je peux dire, quand j'ai suivi les discours, les interventions de Kabila, quand je compare avec vos interventions, vous réfléchissez beaucoup mieux que Kabila. Donc, si vous étiez aux consultations, peut-être que vous auriez fait changer. J'ai apprécié l'idée de voir que conseiller en matière de sécurité, ça effraie un tout petit peu. Peut-être que si vous aviez eu l'idée
si cette émission était intervenue avant, peut-être que les chefs de l'État auraient nommé quelqu'un d'autre. C'est une idée, il ne faut pas penser qu'il y a quelqu'un qui est né par la bouche. Nous tous, on est nés par la même voix de nos mamans. Et chacun a une intelligence, chacun a des capacités que Dieu a mises en lui, qui sont différentes de l'autre. Je voulais rebondir en une minute, juste une minute, je vais juste répondre rapidement en une minute à mes amis. Dire que tout le monde va prendre part aux consultations serait utopique, pour ne pas parler de folie. Dans les consultations, nous ne recherchons pas non plus l'unanimité. Ça serait difficile d'atteindre l'unanimité. Mais qu'est-ce que l'on poursuit? C'est un consensus. Et un large consensus. Ce consensus-là, pour l'avoir, on a besoin d'avoir autour de soi les personnes qui représentent au moins une partie influente du pays. Oui, je salue quand même les mots gentils que vous avez adressés à mon endroit par rapport peut-être au sénateur Avi. Qu'est-ce que moi je représente par rapport à lui dans l'opinion publique? Qu'est-ce que moi je représente? Vous avez les idées. Qu'est-ce que moi je représente par rapport à lui dans l'opinion publique? Vous avez les idées. Merci beaucoup. Mais au moins, pour obtenir un large consensus, nous avons besoin d'obtenir autour de la table des leaders d'opinion, des personnes qui ont opinion sur rue. Aujourd'hui, ces personnes sont connues. Les personnes qui ont une certaine ancrage dans l'opinion nationale. Ces personnes-là sont connues. Voilà pourquoi avoir des résolutions après ces consultations. J'espère peut-être que le chef de l'État étant peut-être, comment on l'appelle, le garant du bon fonctionnement des institutions, va peut-être apprécier le rapport qui lui sera fait. Mais moi, je pense qu'il serait encore préférable qu'il puisse ratisser encore large. Je crois que c'est le père de la nation, nonobstant tout ce qu'on pourrait lui reprocher, le processus électoral, comment il est arrivé au pouvoir, comment on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais il est là présentement. Le sénateur Avi l'a dit, le problème c'est Tshisekedi, la solution aussi c'est Tshisekedi. Moi je crois que le président de la République pourrait ratisser large. En ratissant large, il amènera autour de la table toutes ces personnes-là qui sont influentes dans l'opinion publique, toutes ces personnes-là qui ont peut-être des histoires qui reprochent à cette nouvelle administration du pays. Toutes ces personnes-là qui sont en mesure d'apporter ne serait-ce qu'une pierre de contribution par rapport à tout ce qu'ils ont comme frustration. Aujourd'hui, nous ne voulons pas, nous en avons marre de voir que tous les Congolais et la majorité de la classe politique congolaise n'a comme alternative à l'échec du processus politique. L'alternative, c'est quoi? C'est la prise des armes. On doit mettre fin à ça. Pour mettre fin à ça, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'une gestion. Le Congo, c'est un pays en jeu géostratégique énorme et dont la gestion ne peut pas se faire comme tous les autres pays. Nous sommes un pays un peu atypique et nous devons toujours rechercher un large consensus dans la gestion et quand on se retrouve à la tête de ces pays. Voilà un peu. Merci beaucoup. La dernière question, c'est la SEMCO sous les faits. Alors, après les consultations politiques nationales, à quoi peut aboutir maintenant la démarche de la SEMCO? Je voudrais bien commencer avec M. José Kaniki. La démarche de la SEMCO jusqu'ici, à quoi ça ressemble? J'ai aimé l'idée de mettre où il dit qu'il faudrait ratisser large. Tout à fait d'accord. Parce que c'est ça même l'objectif et le but. Ratisser large, j'ajoute à son idée, le chef de l'État peut faire en sorte que, au lieu d'attendre que M. Ebirand, bien que c'est déjà terminé, au lieu d'attendre ces politiques dans son bureau, que lui va vers eux. Ça dit qu'ils descendent sur terrain et puis on va lui fermer la porte. Mais au moins, il sera descendu et le peuple va comprendre que le chef de l'État est allé jusqu'au bout de sa démarche, mais seulement ces personnes ont carrément refusé de lui ouvrir la porte. Ça, c'était une parenthèse. J'aimerais aussi dire ceci. Puisque les maîtres mots aujourd'hui des politiques congolais, des pères des églises, c'est la frustration, à moins que je ne me trompe. Tout ce monde sont frustrés. José Kaniki est frustré. Mon frère aussi est frustré. Cher Dan, vous aussi, vous êtes frustré. Pour une raison, pour une autre. Nous sommes tous des frustrés, de manière générale. Moi, je ne suis pas frustré. Ok, merci beaucoup. C'est l'exception peut-être qui confirme la règle. C'est pour dire tout simplement que
une fois dans nos vies, nous avons été mécontents d'une chose ou d'une autre, telle que c'est politique. Nanga, on dit qu'il est frustré. Patoumi, frustré. Kabila, frustré. Et ainsi de suite. Mais attendez, est-ce pour autant, lorsque vous êtes frustré, vous devez brûler votre maison? Ou bien laisser brûler la maison? Ce sont aussi des questions. Au sortir de la conférence nationale, dialogue entre Congolais, appelons ça comme ça, l'UDPS était sorti de là, Etienne Tshisekedi était sorti de là, frustré. Mais il a continué son combat politique. Au sortir de Sun City, l'UDPS à l'époque était frustré. Zaïdi Ngoma à la place et ainsi de suite. Donc, l'UDPS était frustré. Mais il a continué son combat politique. Au sortir du dialogue de la Senko, il y a quelques années, l'UDPS, une fois de plus, était frustré à la fin. Et il a continué son combat politique sans prendre des armes. Pourquoi la génération d'aujourd'hui, pourquoi la génération Kabila, pourquoi la génération Nanguiste, si vous voulez, lorsqu'ils sont frustrés, ils pensent aux armes. Je comprends que chasser les naturels du rebelle Kabila à l'époque de 1996, apaisé, il vous revient au galop en forme de l'arme, c'est lui. Je viens sur votre préoccupation. Les prélats. On attend les rapports, ils n'ont jamais été consultés. On ne comprend plus rien. Les prélats, ils nous doivent quand même des explications. Leur initiative, c'est bon, pour l'intérêt du peuple congolais. Ratissé large. Très bien. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la manière, c'est comme si eux aussi, ils sont aujourd'hui vraiment des bons pigeons voyageurs. Ils ont appris à voyager plus que même les présidents qui l'ont traité. Lorsque le président de la République voyait Kagame, on les traitait de tous les noms et de tous les mots. Lorsque le président de la République voyait Macron, Museveni, ainsi de suite. Mais apparemment, les prélats prennent exactement le même chemin. Vous comprenez? Ils voient Kagame, ils voient Macron, ils voient Museveni, ainsi de suite. Mais ce qui n'a pas enchanté les Congolais de manière générale, c'est que l'on apprend que ce sont les agresseurs qui financent leur démarche. Ce sont ceux-là qui tuent depuis 30 ans plus de 10 millions de Congolais. Aujourd'hui, je ne sais pas, on en arrive à 13-15 millions. C'est eux qui financent leur démarche. Alors, comment l'on peut accepter l'aumône, le moyen de ceux-là qui brûlent votre case? Parce que jusqu'à preuve du contraire, tous ces prélats sont des Congolais. Donc, ils subissent. Vous voulez dire que l'Église doit refuser l'offrande? En tout cas, lorsque vous... Oui. Surtout pas des agresseurs. Parce qu'il y a plusieurs multinationales, si vous ne voulez pas parler des multinationales, des Asbel, ONG, qui peuvent financer. À supposer que c'était une ONG quelconque, qui n'a rien à voir avec la politique, personne n'allait en faire un problème. Mais lorsque nous apprenons, très chers frères, nous apprenons franchement que c'est Kagame qui finance les hôtels, qui finance, je ne sais pas, qui donne des moyens. Comment moi, en tant que Congolais, comment moi, en tant que politique, comment moi, je peux l'accepter aussi facilement que ceux-là qui nous prêchent l'honnêteté puissent encore aller vers dans ce genre de choses. En tout cas, je ne suis pas trop d'accord à ce niveau-là. Il y a également la démarche de la Senko SCC. À quoi peut aboutir après les consultations de Félix Tshisekedi? En fait, d'abord, il faut différencier les deux initiatives. À la recherche de la paix, comme on le veut bien. Oui, c'est ça. Doha est différent de Luanda. Consultation initiée par le chef de l'État. C'est tout à fait différent avec l'initiative sur le pacte social pour la paix. Donc, ce sont deux initiatives tout à fait différentes. Donc, l'objectif reste le même. La paix. Bon. Je pense que les consultations pour la paix et aussi parlent de la paix. Mais quand j'analyse l'évolution de cette initiative du pacte social pour la paix, je trouve qu'il y a anguiche roche. Donc, il y a lieu que nous puissions craindre la continuité de cette initiative.
Parce que vous vous rappelez, lorsque les évêques, Senko et SCC, ont rencontré les chefs de l'État, leur discours, l'objectif, c'était le pacte social pour la paix en République démocratique du Congo. L'idée, c'était de mettre ensemble tous les acteurs de la classe politique congolaise, y compris ceux qui ont pris les armes, pour que la paix revienne en RDC. Lorsqu'ils ont quitté Kinshasa, ils sont allés à Goma. C'était le même objectif, pacte social pour la paix en République démocratique du Congo. Mais lorsqu'ils ont quitté Goma pour Kigali, et que le président Kagame s'est empressé, il a insisté, il faut qu'on le voie par ces gens-là. Lorsqu'ils l'ont vu, qu'ils ont parlé, et qu'ils ont reçu le moyen de Paul Kagame, l'objectif a changé. C'est devenu pacte social pour la paix dans la région de Grand Lac. Ça veut dire que Kagame leur a dit, chez vous il y a les FDLR. Il faut aussi parler parce que moi j'ai aussi besoin de la paix chez moi. Si je viens chez vous là-bas, c'est parce que chez vous, il y a les FDLR qui m'agressent. Tous les jours ici, on touche chez moi. Alors, vous voyez, vous êtes les prêtres, vous êtes les hommes de Dieu, on vous écoute beaucoup. Je vous paye l'hôtel, je vous paye les transports. Il faut aussi insister pour que la paix revienne aussi chez moi. Ça a changé. Comment vous voulez me demander, moi, de pouvoir soutenir une initiative qui ne cherche pas la paix au Congo, mais qui cherche la paix au Rwanda, qui cherche la paix en Tanzanie, qui cherche la paix, les évêques et les pasteurs de la RDC? Quel est le pouvoir qu'ils ont de transcender les frontières pour amener la paix dans d'autres pays? Ça, c'est un. De deux, moi j'ai été très frustré par les contradictions, par les contradictions entre Monseigneur Fulgence Mouteba et le pasteur Senga DCC. Je n'ai pas compris comment le pasteur DCC pense expliquer à Fulgence Mouteba ce que ça veut dire qu'un soutien. Fulgence Mouteba est le président de Senko. Je pense qu'il a beaucoup étudié plus que Senga. Je pense qu'il faut aller vérifier les CV. Je connais que les catholiques étudient beaucoup. Et quand il utilise les mots, il connaît le sens, il connaît la signification. Parce qu'il a même dit, de la RDC, nous n'avons rien reçu. Hein? Mais il a parlé avec reconnaissance. Je pense que si Kagame était face à Fulgence, pendant qu'il parlait, il pouvait s'agenouiller. Tellement qu'il était content. Parce qu'il a dit, on nous a logés dans des hôtels de grand luxe. Si vous voyez comment nous avons été reçus, alors que chez nous, on nous minimise. Et je me pose la question, est-ce que Monseigneur, il a compris qu'ils étaient en train d'être corrompus? Est-ce qu'il n'a pas compris que Kagame ne sera jamais son fidèle pour lui donner la dîme? Merci beaucoup. Et qu'en politique, tout ce qu'on fait, il y a des intérêts directs. Merci beaucoup. Et lointain, on revient. Moi, on peut terminer. Je pense que cette initiative est déjà vouée à l'échec parce que l'opinion congolaise n'est plus d'accord avec ça. La démarche de la SEMCO, Maître Samuel, vous avez également 4 minutes et puis on va conclure ensemble. Merci beaucoup, Daniel. Je crois que il faudra qu'on soit un peu, au-delà du fait d'être patriote, mais qu'on reste un peu cohérent dans la démarche et dans ce que nous poursuivons. L'initiative des prêtres est une initiative qui a été saluée non seulement par certains Congolais, mais aussi par la région et aussi par certaines structures et organisations internationales. Pour preuve, ils sont reçus partout où ils vont parler du Congo. Il s'agit ici du Congo, il ne s'agit pas de l'intérêt
de Cholet ou de l'intérêt de Fulgence Mouteba ou de l'intérêt d'Éric Senga. Non, il s'agit ici de l'intérêt des Congolais. Le nom ou l'intitulé de cette initiative est le pacte social pour la paix en RDC et pour le bien et pour le vivre ensemble dans la région. Ok. Je crois qu'il était clair. C'était pas comme ça au départ. Hein? Bon, écoutez, nous avons tous, écoutez, lorsque nous tous nous avons suivi comment ça a commencé. Ils en ont parlé même avant de rencontrer les chefs de l'État, avant de commencer. Ils en ont parlé sur les médias. Ils avaient été clairs par rapport à ça. On ne va pas ici parler de contradictions parce qu'ils sont passés par le Rwanda, qu'en passant par les Rwandais, que l'intitulé de leur démarche a changé. Mais bon sang, est-ce que nous ignorons aujourd'hui l'apport que l'Église catholique ou que la Synco a eu à faire dans l'histoire politique de notre pays? Est-ce que nous ignorons ça? Quel est l'intérêt que la Synco aujourd'hui aurait de pouvoir entreprendre des démarches en vue de pouvoir détruire notre pays? Mais maître, la question dérange au niveau où c'est le Rwanda qui agresse la RDC et vous avez au moins un soutien d'un pays agresseur, de votre pays. Exactement. Peut-être vous faites allusion à la question du financement dont a parlé le président de la Synco, l'archevêque Fulgence Mouteba. Déjà dans l'opinion, on peut déjà conclure d'où la démarche a commencé et qui en ont les cerveaux moteurs. Nous avons tous suivi la sortie médiatique. Bon, je vais appeler ça sortie médiatique parce que Fulgence Mouteba n'est pas un habitué des interviews. Il faut d'abord le dire à la base. Okay. Ce n'est pas un habitué des interviews. Vous savez, les journalistes, vous avez une manie, une méthodologie, une manière de pouvoir faire parler aux gens ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Ce n'est pas un habitué des interviews. Okay. C'était peut-être ça. Sûrement les regrette. Mais il a été clair, cette interview, nous l'avons suivi tous. Lorsqu'il a parlé du soutien qu'ils ont reçu de par tous les pays, ou bien de par le protocole d'État ou le protocole officiel de tous les pays qui les ont reçus. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Il lui a été posé la question, est-ce que même le Rwanda, il a répondu clairement, parmi tous les pays qui nous ont reçus, nous avons reçu un soutien. Et en quoi constitue le soutien? Il a été clair. Le soutien constitue en quoi? Dans leur accueil, dans leur réception. Ils ont été reçus. La diplomatie, c'est l'hôtel. Bon, écoutez, il a parlé de l'hôtel. Écoutez, lorsqu'on dit recevoir, ça veut dire quoi? Vous recevez des hôtes. Lorsque vous recevez des hôtes, vous faites quoi? L'hôtel, ça fait partie des lignes budgétaires très gonflées dans l'émission. Vous ne pouvez pas aller à l'émission sans argent d'hôtel, sans argent de transport. Et donc, vous payez seulement les billets d'aller. Et puis vous arrivez à l'aéroport, on vient vous prendre. Il faudra d'abord souligner ici que ce n'est pas une révélation. C'est pas qu'on a découvert qu'ils ont obtenu un soutien des gens. Eux-mêmes dans leur transparence. Allons-y doucement. Ah non, c'est Dieu, tant mieux. Nous sommes maintenant dans la métaphysique. Remettons nos pieds sur terre. C'est eux-mêmes, c'est lui-même dans sa transparence qui a, lorsqu'on a posé la question liée au financement, il a été clair. Il a dit d'abord que les financements principaux viennent d'où? De leur structure. Il a été clair que leur structure leur a pris en charge. D'abord ça. Deuxièmement, il a dit que partout où ils sont passés, tous ces États leur ont offert l'hospitalité. Vous allez en vouloir à un État d'être hospitalier? Non, hospitalité et soutien, c'est deux choses différentes. La diplomatie, l'hospitalité est obligatoire. Mais en parlant de soutien, j'ai souligné tantôt que Fulgence Mouteba n'est pas un habitué des interviews. Même en parlant de soutien. Mais pourquoi nous voulons caricaturer le soutien? Pourquoi nous voulons définir en quoi consistait le soutien? Maître, vous voulez dire que le journaliste a obtenu ce qu'il voulait entendre? Le journaliste, c'est vraiment quelqu'un qui a su faire une méthodologie de presse. On peut donner l'argent. Il a pu faire bien son travail. Il a obtenu ce qu'il devait. Parce que il a obtenu ce qu'il devait obtenir par rapport à l'interview. Et il a eu la chance d'être tombé à quelqu'un qui n'est pas un habitué des interviews. C'est un homme honnête. C'est un homme, nous ne refusons pas. C'est un homme honnête. Vous savez, un pasteur qui ne peut pas tromper. Vous savez, notre opinion est une opinion qui est souvent victime de manipulation. Maître, s'il vous plaît, on retient quoi de manière amassée? On a fini. Et lui-même, Fulgence n'a jamais démenti ça. C'est que nous allons retenir de manière amassée pour tout ce qu'on a parlé. Nous savons tous que
tout ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la paix. La démarche du chef de l'État au travers des consultations, c'est envie d'obtenir la paix. L'initiative des prélats des églises catholiques et protestantes, l'objectif c'est pour obtenir la paix. Arrêtons les discours qui apportent le clivage au milieu de la société. Nous devons arrêter ça. Arrêtons de faire de la manipulation aujourd'hui. C'est vrai que nous appartenons peut-être à une opinion où très facilement on peut manipuler l'opinion par rapport à ce qu'une personne dit. On dit soutien, on dit non, le soutien devient l'enveloppe qui a été donnée. Quand on dit parti oriental, non, on transforme parti oriental devient Goma. C'est vrai, ça fait partie de cette émulation de la vie politique, mais revenons et retenons une chose que l'intérêt du pays, l'intérêt du Congo vaut mieux que tout ce que nous pensons. Pourquoi? Parce que arrêtons de faire de notre pays un certain pays qui sera vassalisé et soumis sous les jougs du dictat de la communauté internationale. Voilà ce que je pouvais dire. Dans 30 secondes, M. José, on retient quoi? Je ne vois pas le président, plutôt les prêtres ukrainiens, aller en Russie et être... M. José, au nom de la paix. Nous parlons de choses sérieuses. Oh, oui, c'est la conclusion. En fait, bon, je passe. Toutes les initiatives qui peuvent nous amener à la paix, dans mon parti politique AFDC, nous sommes preneurs. Mais surtout, que ces initiatives soient des initiatives honnêtes, des initiatives prises pas dans l'intérêt rien que politique, mais plutôt dans l'intérêt d'une paix réelle et définitive. Merci. Mais ça veut dire vous également, on termine avec vous. Moi, je pense que le maître ne doit pas justifier la sortie médiatique de Fulgence Moteba, qui est un homme hautement instruit et quelqu'un de très intègre. Quand il parle du soutien, il a détaillé les libellés de ces soutiens-là, notamment en termes de transport, en termes de logement. Peut-être qu'ils ont reçu ce soutien-là de bonne foi, sans savoir qu'en politique, on ne fait rien pour rien. Soit ces pays-là ont fait ça pour les ridiculiser, trouver que les Congolais ils sont faciles à prendre, soit ces pays-là l'ont fait pour les corrompre, afin que les prêtres et les pasteurs puissent défendre leur cause lors de ce futur dialogue ou négociation. Donc, en politique, ces gens-là ne peuvent rien faire pour rien parce que Kagame ne va même pas à l'église pour donner la dîme aux pasteurs. C'est quelqu'un que tue nos frères tous les jours. Il ne peut pas avoir la volonté de faire du bien à Fulgence Moteba. S'il lui donne l'argent, c'est autant merci beaucoup, monsieur Maître Samuel. Il ne faut pas manipuler l'opinion aussi. Non, on dit ce que tu as dit. Kaniki, merci à monsieur Fedi Mukendi. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point à ces magazines de débat, d'analyse, d'actualité. Nous avons reçu pour vous Maître Samuel Konko, il est analyste indépendant. Nous avons reçu également M. José Kaniki, cadre de l'AFDC, ainsi que M. Fedi Mukendi de l'Union fédérale. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Des valeurs. Oh, très bien, merci beaucoup. Je vous retrouve d'ici là, portez-vous bien. Retrouvez Dan Zinc demain à la même heure, avec la même détermination. Au revoir.